Et bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Try Bandit avec un invité français, un invité cascadeur vosgien, Victor Henry. Bienvenue sur le Try Bandit. Bonjour à tous, salut l'équipe, merci de l'accueil. Bah écoute, ça faisait un petit moment qu'on parlait de toi et puis qu'on voulait t'avoir sur le pod, donc on est bien content de t'avoir. Avant toute chose, bah déjà, comment vas-tu après ta cabriole de la semaine dernière? Puis raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé. Ah bah c'est ce que j'allais dire, que je venais de finir mon déblocage pour le triathlon de Gérardmer de demain, mais du coup pas du tout. Semaine dernière, sur le parcours du triathlon de Gérardmer que je faisais en soupe pour la reconnaissance, j'ai pris une bonne grosse gamelle en bonne et due forme, donc là je suis à out 3-4 semaines, donc vous imaginez bien que le triathlon de demain c'est pas au programme quoi. Donc ouais, je suis bien brûlé au coude, genou, enfin brûlé arraché, donc ça va prendre un petit peu de temps de se remettre, mais sinon ça va quoi. Ça fait chier. Et t'es tombé comment? T'as glissé ou tu t'es tapé une bagnole? Non, non, tout seul comme un grand, dans une descente, ça faisait jour-nuit, parce que c'était encore le matin avec les ombres. Et en fait, il y avait un rocher, caillou en plein milieu de la route, et je l'ai vraiment pris sur le pneu avant, la roue avant. Et en fait, je suis passé par-dessus le guidon et je suis venu vraiment m'arrêter net sur le coup de genou. Et en plus, le macadam était pas ouf, donc en fait, ça a bien fait de la charpie. Aïe. Bon, ben écoute, déjà, il n'y a rien de cassé. Le vélo a rien, j'espère? Il n'y a rien de cassé, c'est premier motif de satisfaction, et le vélo n'a rien, donc c'est le deuxième motif de satisfaction, on reste là-dessus. Impeccable. Ça, c'est... Impeccable, impeccable. Ouais. Quand le vélo a rien, on s'en sort déjà pas trop mal. Mais c'est vrai que Ouais, voilà. ce parcours de Gérardmer, moi, j'ai fait la course à l'époque où c'était une distance B dans les années 90. Et puis après, c'est un parcours il avait été support de l'Ironman France. Et puis depuis, c'est redevenu une course vraiment importante du calendrier. Et moi, je l'avais refaite il y a quelques années. J'ai un petit peu de mal à me rappeler, je dirais 5 ans peut-être. Et ce que tu dis, c'est vraiment vrai que déjà les forêts vosgiennes, c'est souvent des forêts de sapins. En septembre, le soleil il est un petit peu plus rasant et quand tu as les lunettes de soleil ou la visière du casque et que tu passes entre les trucs jour-nuit, c'est toujours un petit peu le risque. Mais bon, voilà, ça fait partie du jeu. Déjà, on va accueillir mon pote Mika qui est arrivé, qui est reparti. On l'a vu partir en courant. Salut Mika, comment vas-tu? Bonjour tout le monde, moi je vais bien, j'ai toute ma peau, il n'y a pas de problème, le cuir est pas abîmé, donc tout va très bien. Bon, bah Et nickel. content d'être avec Victor, avec qui on échange de temps en temps, régulièrement, et ça faisait un petit moment vraiment qu'on l'avait sous le coude, parce que Victor, quand on échange, c'est toujours plein de bonnes idées et plein de bonnes choses, donc ça va être un bon moment pour tout le monde, je pense. Ouais, et Victor, parle-nous un petit peu de toi. Ben déjà, qui tu es, d'où tu viens et qu'est-ce qui t'a amené à un moment à embrasser le triathlon pour essayer d'en faire une carrière. Donc, on n'est pas un sport qui vient principalement au premier esprit de ceux qui veulent faire une carrière sportive. Et quand on a des jeunes comme toi qui arrivent et puis qui essayent de faire en sorte d'embrasser cette carrière de ce beau sport, c'est toujours intéressant d'écouter un petit peu le parcours. Alors donc Victor Henry, j'ai 29 ans, je suis originaire de Montbéliard, en Franche-Comté, dans l'Est. Coincé entre les Vosges et le Jura, mais du coup c'est sympa pour aller s'entraîner en vélo et puis même en course à pied. Je suis triathlète qui court en catégorie professionnelle depuis, c'est ma deuxième saison. C'est ma deuxième saison. Mais à côté de ça, je dirais, je suis un faux triathlète pro. Je suis également ingénieur pour la collectivité territoriale du Jura dans tout ce qui est valorisation et traitement de nos déchets. Euh, Après, je suis triathlète depuis septembre 2011, donc j'ai commencé en cadet, donc j'ai un petit peu découvert tout le parcours, je dirais normal avec les demi-finales de championnat de France. Je suis jamais allé en championnat de France parce que j'ai jamais été très bon nageur. Donc j'ai pu découvrir tout ça, les triathlons régionaux, ça va te faire plaisir Arnaud, les Chalins, les Vouglans et compagnie, ça j'ai fait mes armes là-dessus, donc je sais ce que c'est. Et puis j'ai été inspiré par des grands noms régionaux hein, tels que Manu Roux, Damien Fèvre-Félix, donc je sais d'où je viens et je sais où je veux aller concernant ce mindset-là. Et je dirais, j'ai voulu tenter entre guillemets l'expérience du triathlon à haut niveau, haut niveau, avec un haut niveau de pratique, pas forcément dans le niveau performance, mais bon, ça commence à devenir intéressant.
À partir de 2019, en fait, le déclic, ça a été une des courses que Mika organisait, le très très beau duathlon du Révermont, mais qui a été support de championnat de France, où en fait j'ai glané le titre en 2019. J'avais 23 ans à l'époque. Ça a été vraiment le déclic. Ça a été là où je me suis dit, en fait, quand tu te prends le temps, que tu essaies de faire les choses intelligemment, ça peut matcher. Donc, j'ai continué dans ce sens-là. Après, bon, ça a pris un petit coup d'arrêt en 2020-2021 avec le Covid. Et puis, je dirais ma première expérience professionnelle où j'ai privilégié, bien entendu, la partie pro avant le sport. Et puis, en fait, petit à petit, c'est venu se régler. Je me suis dit, OK, j'arrive à concilier les deux. Et puis on en est là aujourd'hui quoi. Donc voilà. Et au niveau professionnel, tu bosses toujours à temps plein ou tu as des horaires aménagés? Je bosse à temps plein. D'accord. Et au niveau volume d'entraînement, tu arrives à caler quoi en moyenne en termes de nombre d'heures et la répartition par discipline? Ouais, je dirais sur l'année, allez, je tourne à 18 heures en moyenne, sachant que l'hiver c'est un petit peu moins et en été c'est un petit peu plus et les semaines d'affûtage bien entendu un peu moins. Je nage 3 fois par semaine, pas plus, parce qu'en fait ça me saoule. J'y vais même 2, 3 fois par semaine. Après en 2019, j'avais vraiment fait un énorme bloc. À mon niveau, c'est un énorme bloc où je nageais 5, 6 fois la semaine. Et en fait, là, je suis clairement sur mes acquis de 2019. Enfin, je trouve que je suis sur mes acquis. Voilà, à ce moment-là, j'ai pu développer 2, 3 petites choses au niveau de la technique et compagnie sur lesquelles je suis actuellement. Donc 3 nattes par semaine, pas plus. En vélo, je tourne à 10 heures. Ouais, entre home trainer et extérieur. Ouais. Beaucoup d'home trainer en hiver, voilà. Et puis en course à pied, ouais, par contre, j'essaie de garder un haut niveau de pratique en course à pied parce que c'est vraiment ça qui me fait plaisir. Je suis entre 90 et 110 bornes semaine. Ouais, on est quand même sur du volume sérieux là. On est quasiment sur les volumes que les top pros ils arrivent à courir quoi. Ouais, mais il me manque juste la récup, quoi. Mais exactement. Enfin, je pense pas qu'il fasse beaucoup, beaucoup plus. Enfin, c'est fini l'approche des semaines à 35, 40 heures. Ça, je pense que c'est une vision un petit peu dépassée. Et maintenant, il y a beaucoup de qualités qui sont faites sur les distances 70.3. Maintenant, il faut aller vite, quoi. Ouais, c'est clair. Bah, de toute façon, quand tu regardes aujourd'hui les vitesses sur un 73 ou sur des courses T100, quand les mecs ils arrivent à courir, enfin, faut courir en dessous d'une 10 aujourd'hui si jamais tu veux jouer la gagne sur une grosse course. Euh, on sait ce que ça fait du 3,20, 3,18 au kilomètre. Si jamais tu cours pas ça, malheureusement derrière c'est compliqué d'essayer d'aller chercher la gagne sur une grosse course quoi. Hein. Et c'est intéressant ce que tu dis au niveau récup parce que euh, c'est vrai que quand tu t'entraînes beaucoup, ben tu tires les bénéfices du volume, mais derrière tu es tout le temps dans une espèce de fatigue générale que tu tires et c'est difficile. C'est une espèce de torpeur un petit peu comme quand il fait trop chaud ou qu'on est fatigué quand ta nana elle t'emmène faire les magasins, tu sais que tu piétines pendant 3 plombes dans les magasins et que tu rentres, t'es complètement cramé le soir alors que t'as rien fait. Mais c'est vrai que pour moi, par exemple, je fais beaucoup moins de volume cette année. Et par contre, j'ai l'impression qu'à chaque séance que j'arrive à faire, comme je les attaque beaucoup plus fraîches, j'arrive à faire beaucoup plus de qualité, une meilleure récupération et d'arriver sur les compétitions avec un haut niveau de fraîcheur, quoi. Et Mika m'a envoyé un lien là hier ou avant-hier, je sais plus, sur le dernier vlog de Christian Blumenfeld où il parlait un petit peu de son approche sur les Jeux de Paris et puis pour lui il le vit comme un échec où on entend qu'à demi-mot il allume un petit peu son entraîneur et enfin du moins l'approche qui a été faite et c'est vrai que de si jamais il n'y a pas de phase de récupération qui sont ménagées de façon suffisamment régulière dans un entraînement, c'est vachement difficile d'arriver à faire des étincelles à chaque séance quoi. Enfin, moi, c'est un peu l'approche qu'on a avec Benjamin Pernet, qui est mon entraîneur, qui a quand même une petite aura dans le milieu du triathlon, enfin une bonne aura même. Voilà, pendant les blocs, clairement, je suis tout le temps cramé. Je suis jamais en forme. Enfin, chaque séance que je fais, je l'ai fait sur la fatigue. Si je prends l'exemple de ma journée du mercredi où en fait je double à pied, où le matin je fais déjà un réveil musculaire de 16 bornes et puis le soir je me refous 24, 25 bornes de séance dans la gueule. Et en plus, la veille, j'ai une séance de force en vélo. Enfin, clairement, je suis tout le temps cramé. Par contre, dès qu'on fait une période d'affûtage, pour les courses ou alors pendant le bloc pour refaire descendre un petit peu la forme puis remonter plus tard, clairement, tout de suite, je sens que putain, j'ai les jambes de feu quoi.
Et là, d'autant plus cette année, là, sur le peu de compètes que j'ai fait, du coup, clairement, dès que je fais un petit peu d'affûtage, tout de suite, je sens la forme qui remonte, machin, et puis en fait, c'est naturel, quoi. Mais clairement, pendant les blocs, je suis tout le temps, je suis tout le temps cramé, je suis jamais à mon niveau, quoi. Et c'est bien, c'est pas à ce moment-là, enfin, je suis pas un champion du monde de l'entraînement, quoi. Moi, ce que je veux, c'est aller vite sur les courses. Ouais, bah ça c'est vachement important ce que tu dis. Bah d'ailleurs, tiens, je vois c'est moi, les auditeurs verront pas, mais je viens de voir passer ton bras et visiblement t'as quand même un bon bandage. Oh putain, ah, tu t'es quand même bien arrangé. Ah, mais il y a plus, en fait, à la base, il aurait fallu recoudre, mais en fait, il y a plus de peau pour recoudre, donc là, je suis vraiment à vif. Donc, coude et genoux, c'est comme ça. Là, j'ai enlevé les pansements aujourd'hui à la main et à la cuisse, donc tant mieux. Mais puis un petit peu au dos aussi, j'ai enlevé. Mais ouais, coude de genou, ça va rester un petit peu longtemps. Ouais. Bon bah écoute, on espère vraiment que ça va se remettre. La fin de saison, tu la vois un petit peu comment pour toi là? En fonction. Je pense qu'il y aura pas de fin de saison, quoi. Enfin, je vais reprendre, j'espère à moyen terme là. Après, ma reprise, elle va être douce et je ne me mets pas trop de pression sur ma reprise. Et puis peut-être sur novembre, décembre, c'est plus aller faire des courses à pied. Sur un 10 km plat sur route par exemple, tu t'arrives à courir quoi toi? Je suis en 29-35. 29,50 officiellement. Ah oui, oui, pardon. Ouais, ouais, c'est Strava qui m'a dit 29,30. Attends. Mais non, 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 29,50 officiellement. Ouais. Ah, c'est quand même pas mal. Ouais, enfin, c'est ce qu'il faut maintenant. Enfin, c'est ce que tu disais. Et puis en plus, ça arrivait tellement vite l'augmentation du niveau. Enfin, je me souviens quand je me suis un petit peu buté en 2019 sur longue distance, tu courais 3,40, tu étais déjà parmi les meilleurs, quoi. Ouais, Franchement. ouais, ouais. Et je me fixais là-dessus, sur cet objectif 3,40. Maintenant, clairement, tu cours 3,40, mais t'es dans le fond du classement des pros, quoi. Mm. C'est fini. Maintenant, tout le monde est capable de courir une 11, une 10, tout le monde est capable de le faire plus ou moins, quoi. Puis de temps en temps, t'as des Grecs et des Mexicains qui te font des trucs de fou, mais voilà, Ouais, les quoi. Mexicains, c'est tout dans le tacos, hein. On a Voilà, c'est des tout dans le tacos au tacos. poulet avec 2 œufs frelatés, et puis derrière, tu passes d'une 24 à une 7 et puis ça passe comme ça, nickel, quoi. Comment tu, comment tu, comment tu regardes un petit peu, toi, cette évolution permanente des performances? Parce que, euh, si tu veux, pour moi, j'ai toujours considéré qu'il y avait deux types d'athlètes qui embrassaient une carrière professionnelle. T'as des mecs qui se retrouvent avec soit un énorme niveau en vélo, soit un énorme niveau en course à pied. Ils arrivent à le transférer relativement facilement sur leur pratique triathlétique. Et puis, tu as des gars qui arrivent un petit peu derrière. Et moi, j'ai parfois un petit peu l'impression que tu en as qui sont en permanence en train de courir après l'évolution des performances. Euh, Toi, visiblement, tu as un gros niveau en course à pied. Enfin, le jour où tu seras pas, t'auras pas été embrasser le goudron et puis que ça va bien se passer en course à pied, tu te positionnes clairement aujourd'hui au niveau des meilleurs de ce qui peut se faire sur Half ou sur une course type Tessan. Comment tu regardes un petit peu cette évolution permanente des performances et comment tu l'expliques? Enfin, clairement, moi en course à pied sec, je sais que je suis parmi les meilleurs mondiaux du circuit longue distance. 1h04, 1h04 sur semi, je pense pas qu'il y en ait beaucoup sur le circuit T100 qui le fassent. Par contre, les mecs, et c'est là qu'ils sont très forts, ils ont un tel niveau en vélo, puis en natte bien entendu, mais qu'en fait, ils perdent quasiment rien sur leur enchaînement, quoi. Alors que moi, forcément, vu que je suis un petit peu moins fort, enfin même clairement moins fort en vélo, je perds un peu plus à pied, quoi. Moi, ce que je constate, et notamment depuis l'apparition du circuit T100, qui est hyper intéressant, mais moi je regarde ça avec des étoiles plein les yeux. Enfin, ça me fait hyper plaisir qu'enfin on ait un circuit longue distance qui apporte un petit pas déjà d'argent dans le circuit, mais un petit peu plus de personnes qui regardent de manière néophyte le triathlon sur la partie longue distance. Donc ça, c'est top. Et en plus, les performances qui ne cessent d'augmenter, quoi. L'année dernière, il fallait courir 3,25. Cette année, il faut courir 3,20. J'en suis sûr que d'ici 2 ans, la normalité, ça va être du 1h08, 1h09 sur longue distance. J'en suis persuadé. Et puis, je pense que triathlon longue distance, d'autant plus, c'est tout jeune, quoi. Les méthodes d'entraînement, elles changent. Enfin, Benjamin Pernet, en 3 ans, enfin, ouais, ça fait 3 ans que je suis avec lui. Je trouve qu'en 3 ans, déjà, lui, il s'est remis pas mal en question, puis il change des choses et des approches. Je pense que dans le haut niveau, c'est pareil, quoi. Enfin, c'est uniquement lié à ça. Il y a des abrutis qui se dopent, mais tous les autres, c'est parce qu'en fait, ils se remettent en question, ils sont suffisamment intelligents pour le faire, et c'est comme ça que notre sport, il progresse très rapidement. Et c'est top.
C'est vrai que sur ces dernières années, on a quand même vu, on a vraiment eu l'impression que le sport est passé à changer de vitesse en fait, si tu veux, surtout sur les courses. Moi, bah, évidemment sur l'Ironman, enfin, si tu veux, il y a quelques années, il y avait un mec qui passait son temps à enregistrer les mecs qui avaient été sub 8. Euh, Aujourd'hui, c'est plus la peine, quoi. Ça fait 5 ans que c'est plus la peine d'y penser parce que si tu fais 7,55 aujourd'hui sur un Ironman, il y a de fortes chances que tu sois dans le fond du classement, quoi. Des pros, j'entends. Quand Bah oui, on commence à avoir des groupes clairement. d'âge, on en a eu 2 cette année qui ont fait en dessous de 8 heures. Donc voilà, si tu veux. Mais comment tu vois, toi, l'évolution du circuit moyenne distance, si tu veux est-ce que pour des mecs comme toi, tu continues à, enfin, c'est, ne le prends pas mal ce que je veux dire, mais est-ce que tu continues à croire que tu vas pouvoir arriver à un moment venir jouer avec ces mecs-là? Parce que quand on embrasse une carrière professionnelle, j'imagine que enfin, c'est un petit peu toujours pareil au niveau de que ce soit professionnel ou groupe d'âge, mais quand on décide de s'orienter vers la performance, quelle qu'elle soit, le but c'est d'aller fricoter avec les meilleurs, quoi. Toi, est-ce que tu penses que tu vas pouvoir arriver à venir jouer avec les meilleurs? Et pour moi, les meilleurs, c'est les meilleurs de ton pays. C'est-à-dire que est-ce que tu penses que demain tu peux aller venir te frotter avec des Chevaliers, avec des Orso, avec des Clément Mignon, qui eux quelque part ont la chance aujourd'hui de pouvoir courir sur le circuit Tessan et puis sur le circuit mondial? Ou est-ce que tu penses que toi, ton orientation de carrière, elle va plutôt être sur des courses de deuxième zone sans que ce soit péjoratif, et puis essayer d'aller quand même gratter un petit peu et en vivre décemment, quoi. Bah, moi, enfin, je suis assez clairvoyant sur mon niveau. Je sais très bien que non, clairement, j'ai pas le niveau des Sam Laidlow et compagnie parce que bah, ils sont largement au-dessus, que ce soit sur circuit 60, enfin, sur distance 70,3 ou Ironman. De toute façon, j'ai jamais fait d'Ironman. Par contre, ouais, clairement, enfin, entre guillemets, mon objectif, c'est d'exister sur les courses de seconde zone. Je sais que sur des parcours un peu vallonnés et durs à pied, je sais que j'ai mon épingle à tirer du jeu. Enfin, c'est clairement. Là, en début de saison, je suis allé en Suisse. En vélo, il y avait 1100 mètres de dénivelé sur 85 km. Bah, clairement, je faisais mal à tout le monde dans les bosses. Et puis, je suis monté, enfin, du coup, j'ai regardé, j'ai un petit peu analysé sur les segments Strava. Je montais clairement plus fort que les premiers. Bon, après, ça, c'est ma gestion de course. Moi, c'était voulu. Il fallait que je fasse sauter les dynamiques de groupe pour pouvoir sauter de groupe en groupe. Mais, euh, mais moi, voilà, l'objectif, c'est pas le circuit T100 parce que j'ai pas le niveau. L'objectif, c'est plus des courses de seconde zone, c'était con à dire, mais Gérard May, ça reste une course de seconde zone au niveau mondial. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais. Et, Ouais, pas cette année, hein, par et contre. Hein. non, Pas pas cette cette année, année. on pourra en reparler, Waouh. mais c'est facile à. Après, c'est facile à refaire le match maintenant que je prends pas le départ, mais clairement, là, je me sentais suffisamment en forme pour aller jouer dans la dynamique de groupe, dans la dynamique de course, pardon, pas forcément en tête, parce que forcément, je sortirais de l'eau un petit peu derrière. Mais, mais clairement, sur les courses d'un petit peu de seconde zone, je sais que je peux peser dans la course à un moment donné, quoi. Tu sais, moi j'ai toujours considéré que l'avènement de ces circuits, un petit peu comme le Tessan, le circuit Ironman Pro Series, etc., ça fait un appel d'air sur les pros du haut du classement en fait. Et les mecs, ils vont aller se positionner, aller courir là-dessus parce que c'est une demande des sponsors, parce que il y a un petit peu de sous à aller chercher, et quelque part, les mecs qui vont aller courir sur ces circuits-là, ils sont pas sur les autres courses. Alors de temps en temps, on en voit arriver sur des courses de seconde zone, et encore une fois, c'est pas du tout péjoratif. On a eu Clément Grandi sur la dernière interview, je sais pas si tu l'as écouté ce podcast. Et Clément, lui, il a une activité professionnelle où il bosse à 80%, et il se dirige plutôt sur les courses genre l'Alpe d'Huez, ce genre de circuit là, quoi. Et c'est vrai que vous avez un petit peu tous les deux, pas tout à fait le même profil, mais vous n'êtes pas les meilleurs nageurs du pack. Par contre, en vélo, sur des parcours qui sont des parcours difficiles, techniques, avec du dénivelé, ben là, vous avez clairement votre épingle du jeu à tirer. Et puis surtout, derrière, vous êtes des coureurs à pied, quand vous voyez, enfin, toi peut-être encore un peu plus que Clément, mais vous êtes vraiment des coureurs à pied hors pair. Et je pense que je serais pas étonné, si tu veux, que dans un futur relativement proche, on voie se développer des courses un petit peu comme Gérard Mer, un petit peu comme l'Alpe d'Huez, peut-être le Half d'Embrun, enfin les deux Half d'Embrun maintenant, parce qu'il y a il y a le Half de l'Embrunman et puis il y a l'Half d'Embrun au mois de juillet. C'est quand même des courses qui comptent dans le calendrier.
Et puis, c'est quand même des courses où on commence à retrouver un niveau et surtout de commencer à avoir des mecs qui se spécialisent petit à petit dans ce type d'épreuves qui sont difficiles, quoi. Ah bah clairement, enfin, je viens de voir qu'il était sorti lundi, je suis dégoûté. Hier, j'ai fait 1h30 de route, j'avais rien à écouter, j'ai pas vu que c'était sorti. Bref, clairement, Clément, bah, cette année, l'Alpe d'Huez, enfin, c'est ce que je lui ai dit en privé. Enfin, je suis même pas surpris, Clément. Enfin, c'était la suite logique. Le mec, il est consciencieux, il est sérieux, il fait deuxième ou troisième l'année d'avant, il connaît le parcours, il est fort, il arrive en forme, c'est normal qu'il claque la course. Mais par contre, c'est énorme. Embrun, c'est pareil, enfin, c'est ouf ce qu'il a fait. Mais clairement, Clément, c'est un mec pour des circuits durs, quoi. Enfin, on peut pas. Et Clément, vu qu'il est mauvais nageur, il est comme moi, il nage bien, mais il est mauvais nageur. Il ne peut pas aller sur des parcours où une dynamique de course s'installe. Voilà, c'est les parcours plats, les parcours un petit peu vallonnés, mais sans plus, c'est pas fait pour nous, quoi. Parce que devant, ça s'organise entre guillemets. Même si on est à 12 ou 20 mètres, ben clairement, on est en fond de paquet à 12 mètres tous les mecs. Le mec qui est tout au fond, il met 60 watts de moins, quoi. Donc, il faut qu'on aille chercher des parcours un petit peu durs comme ceci pour tenter d'exister. Pour l'instant, c'est des courses de seconde zone, effectivement. Par contre, comme tu le disais, vu que les pros se concentrent maintenant sur l'Ironman Pro Series, sur le T100, ben en fait, il y a une masse de triathlètes de moyen niveau, bon niveau en professionnel qui viennent sur ces courses et du coup, c'est hyper intéressant. Et du coup, on a l'impression de peser dans la course parce qu'en fait, le niveau est assez élevé, mais tout le monde se tient à peu de choses, quoi. Qu'est-ce qu'un Clément Grandi ou un Victor Henry ils auraient fait au Tessan à San Francisco avec un parcours natation courant dans le cul et un parcours vélo déjà technique sous la pluie et puis il y avait quand même de la bosse parce que je crois que sur les 80 bornes il y avait 1100 mètres de dénivelé ou quelque chose comme ça et surtout qu'en course à pied vous n'avez pas grand chose à rendre aux mecs qui étaient là-bas quoi. Allez on se projette. Ok, avant de parler de performance, je pense que je me serais fait grave plaisir parce qu'effectivement le parcours c'est ce que j'aime bien quand c'est bien dur. Les conditions météo, moi c'est ça qu'il me faut, tu vois, c'est des trucs dégueulasses, hyper durs. Donc ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Après pour la course, je crois que le courant dans le dos, ça augmente les écarts, hein. Enfin on l'a vu au JO, c'était à ce moment-là au final que ça fait les écarts, donc je pense qu'on aurait pris un sacré tir en natte. Puis après, mon vélo course à pied, on aurait quand même pris des tirs. Enfin, même si c'est dur et compagnie, on aurait fait bon dernier. Et pourtant, sur le dernier half que tu fais avec le patron du team, tu fais combien en vélo? 2 heures 5 4? Je fais 2h01 sur les 90. C'est pas mal. Bah ouais, mais, C'est pas mal. bah ouais, mais bah c'est clairement. Enfin, moi, j'étais hyper heureux de ça. Mais enfin, je suis pas un peintre, hein, loin de là. Ça vaut peu de choses face aux meilleurs mondiaux, hein. Qu'est-ce que alors c'est une question à deux balles que je vais te poser, mais aujourd'hui on voit un paquet de pros qui consacrent un temps et une énergie et des moyens financiers énormes au passage en tunnel pour essayer d'améliorer leur performance. Et on a des mecs aujourd'hui qui sont tellement slick que je veux dire c'est des anguilles dans un seau d'huile quoi. Quand tu vois un mec comme Sam Laidlow, la façon dont il est positionné sur le vélo et le travail qui a été fait derrière, des mecs comme Ditlev, c'est des mecs qui coupent au travers de l'air comme si jamais il y avait rien quoi. Est-ce que tu penses que toi, il y a un désavantage à ce niveau-là? Est-ce que tu as une approche wind tunnel, choix de matériel, etc. ou quelque part tu es plutôt du style en te disant ben, je vais essayer de copier la position de ces mecs-là et puis les mecs ils ont je vais prendre un exemple con mais ces mecs-là ils ont des aérocalfs et je vais acheter les mêmes qu'eux parce que si jamais ça va pour eux ça devrait aller pour moi. Est-ce que tu as des moyens à consacrer à la fois en termes de temps et financier à l'étude du matériel vélo pour essayer de gagner parce que tu as des gars qui ont des CDA aujourd'hui qui sont hyper faibles quoi. Exact. Moi, je m'y suis penché réellement cette année, en fait, où après vieux beaucoup de l'année dernière, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup trop de prise au vent par rapport à d'autres. Et en fait, pour le même nombre de watts, ben, moi, j'allais 3-4 km/h moins vite. Donc, ouais, clairement, j'ai essayé d'optimiser un petit peu cette année sans me baser sur des mesures ou quoi. Et ça, c'est dommage, j'aurais peut-être dû faire l'effort pour le faire. En plus, nous, le team, on a un partenariat. Il y avait eu Aerosqual, je crois, qui nous avait proposé de faire des tours de vélodrome et puis de mesurer justement notre coefficient de pénétration. Et puis justement, en fait, de faire un vrai plan d'expérience bah tiens, si je remonte un peu les prolongateurs, si j'avance la selle et compagnie. Bon, je ne l'ai pas fait, j'aurais peut-être dû. Mais clairement, c'est un gain énorme.
t'as des mecs, tu le sens, tu vois qu'ils sont posés sur leur vélo, quand ils doublent, tu sens qu'ils mettent pas beaucoup de watts, enfin pas beaucoup de watts, qu'ils mettent peu de watts par rapport à ce qu'ils avancent, quoi. Et c'est un gain énorme, et maintenant ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu, il faut aller vite, enfin il faut être fort dans les cuisses, mais il faut être intelligent dans sa position, il faut penser à se nourrir, enfin il y a beaucoup de choses maintenant qui rentrent en compte, et c'est pour ça que c'est un sport qui est, enfin, le triathlon longue distance va continuer à progresser parce qu'on va encore découvrir plein de choses sur l'aérodynamisme, sur la nutrition, sur les méthodes d'entraînement, et c'est pour ça que c'est hyper plaisant à suivre. Et tu parles de ça justement. Pour l'instant, vous communiquez pas beaucoup dessus avec Ben. T'es plutôt, enfin vous êtes plutôt parce que c'est quelque chose que vous travaillez ensemble, je suppose. Plutôt high carb, plutôt low carb. Vous êtes sur quelque chose, vous suivez une tendance ou c'est vous expérimentez en individuel? Euh, Alors, quand j'ai commencé avec Ben, sans le vouloir, j'étais en low carb parce qu'en fait, je mangeais pas grand-chose sur le vélo et compagnie. Et puis en fait, bah, des fois ça matchait bien, et puis des fois ça matchait pas du tout. Mais c'était quand même souvent que ça matchait pas du tout. Avec Ben, il faut prendre du carb sur la course. Clairement, moi je tourne à 90, 100, mais c'est pas assez encore. Mais je suis à 90, 100. Euh, Le c'est pas assez, on y après, reviendra après. ouais, mais du coup, il y a d'autres philosophies. Et je crois que c'est Louis Richard, si je dis pas de conneries. Je crois que c'est Louis Richard qui, effectivement, eux, ont une approche tout à fait inverse où ils vous apprennent à venir solliciter les stocks de graisse et éviter d'avoir des énormes apports glycémiques sur la partie vélo et course à pied, quoi. Bah, il communique un peu avec Caroli. Là, il a fait un post d'ailleurs aujourd'hui. C'était pas Louis Richard, mais ils arrivent à faire un Ironman en 8h20 avec 33 grammes de glucides à l'heure. Mais ça, c'est des profils qui sont. C'est hyper individuel et c'est quelque chose que tu travailles au long terme. Mais donc, moi, la question, elle était pour toi, le fait que tu sois passé entre guillemets du low carb expérimental, parce que tu savais pas trop, certainement, au high carb. Il y a pas mal d'entraîneurs et de scientifiques sur ce sujet-là. On entend les Norvégiens s'ils pouvaient assimiler 200 grammes. Je crois d'ailleurs que la dernière vidéo de Gustav Iden, il en était là. Je crois qu'il démontrait qu'il buvait 160 grammes de glucides dans son bidon de 500 millilitres. Enfin, c'est de la soupe, c'est un truc, c'est indigeste. C'est quelque chose à ne pas reproduire à la maison. Mais la majorité des gens, scientifiques en tout cas, sont d'accord sur le fait que 90 grammes, c'est l'optimal. 120, tu commences à vider tes réserves à toi, en fait. C'est pas aussi optimal que ça. En fait, je pense que l'approche, si tu veux, à ce niveau-là, elle est surtout, on a tendance à voir ça comme une généralité qui fonctionne pour tout le monde. Ensuite, on est tous foncièrement différents, si tu veux, génétiquement. Après, il faut avoir. Moi, j'ai toujours considéré que, et si tu veux, la physiologie nous apprend qu'on est des machines à brûler des glucides. Hein. Notre système digestif, on est une machine à brûler des glucides et stocker des graisses quand on peut le faire. Quand Iden et Blumenfeld courent à Kona en 2019, non, qu'est-ce que je te dis, 2022, ils étaient sur 115 grammes de carbs à l'heure. Ça a moins bien marché pour Christian, mais je pense pas que c'était une question de nutrition. Par contre, c'est clair que Gustave, il a été super constant tout le long du truc. Mais je pense que en fait, moi j'ai toujours considéré que la nutrition, c'était pas quelque chose qui se voyait uniquement le jour de la course, c'était tout ce que tu faisais sur les semaines, les jours, voire les mois au préalable, quoi. Et de toute façon, on sait tous que sur une course longue distance, quand on commence à être mal, si jamais tu bois un coca, tu repars. Le coca, c'est du sucre, hein, et un peu de caféine. Donc, il y a quand même quelque chose qui est là, et moi, j'oublierai jamais l'image il y a deux images qui étaient à peu près similaires à Kona. C'est quand Patrick Langueux, il y avait une vidéo qui avait été faite où il traverse un ravito, où, ouais, à Kona, il chope une bouteille d'1,5 litre, il se la verse dans la gueule, il s'arrose avec, il prend tous les verres, il renverse le mec qui lui tendait la bouteille, et puis il continue, et il finit par courir juste en 2,40 à Kona. Et notre Sam Laidlaw à sa dernière participation à Kona, où également il arrive à la sortie juste avant de rentrer dans l'Energy Lab, il chope une bouteille d'1,5 litre de coca et il boit et il s'arrose avec. Et moi, je me suis dit, bah, la course est finie pour lui, quoi. Mais c'est clair qu'après, il s'était concentré à choper du coca, à choper tout ce qu'il pouvait aller, parce que quand la chaudière elle est en route, que la chaudière elle est partie pour brûler du glucide et que t'es bien, eh ben derrière faut Il lui faut donner faut donner ce qu'elle a envie, Exact. quoi. Non, non, exact. Mais
Concernant du coup, sur ce que j'ai constaté sur les gains par rapport à maintenant que je m'alimente un peu plus, quoi. Typiquement sur le 73 suisse où j'ai vraiment réussi à appliquer à la lettre mon schéma d'alimentation, j'ai pas eu de coup de mou, que ce soit sur la course à pied ou vélo, quoi. Ça a été linéaire tout le long. Ok. Et vous périodisez aussi? Vous essayez un petit peu de faire varier ça sur la saison ou vous restez constant sur toute l'année sur le même rythme alimentaire? Des fois, Bah, l'hiver, un peu euh, de low carb ou des choses comme ça. Après, Ben là-dessus, il me guide pas. Si, il m'apporte, en fait, il m'apporte les infos que je dois savoir sur comment ça fonctionne, les grandes idées de base, et moi, j'essaie d'adapter au mieux. Moi, je sais qu'en hiver, même en été, sur mes sorties longues de vélo 4 heures, j'ai plus tendance à prendre quelques barres, mais je suis pas à 80 grammes ni 90, quoi. Je suis largement en dessous, quoi. Par contre, sur le home trainer, même si je fais que 1h15, 1h30, là, c'est sûr que j'en fous parce que souvent, c'est de l'intensité. Et en fait, le but, c'est d'enchaîner les séances, quoi. Donc, je peux faire 1h30 d'home trainer avec avec de l'intensité sans prendre de glucides, mais tu peux être sûr que le soir ou le lendemain, je suis complètement cramé et c'est pas le but, quoi. Donc, De toute façon, c'est on plus peut dans fonctionner cette bien vision-là que si que jamais je il y le a fais. suffisamment de carburant dans le moteur, quoi, hein. Et déjà qu'on est avec une pratique sportive, comme toi tu l'as, donc une activité professionnelle à temps plein, une vingtaine d'heures d'entraînement par semaine, si en plus tu réduis l'apport calorique, l'apport glucidique, c'est super compliqué derrière à la fois de trouver la motivation, d'avoir la tête dans le bon endroit. Parce que quand en plus on a faim et qu'on se rend compte qu'on mange pas assez ou qu'on mange pas les bonnes choses, aller faire une grosse séance ou faire 2 heures de piscine, ça fait tout de suite moins rêver, quoi. D'être au top au niveau. En fait, c'est vraiment une question de calorie management. C'est-à-dire que on brûle des calories toute la journée déjà rien qu'en restant vivant. Derrière, on a une activité physique qui nous en fait brûler plus. Si on remplace pas ce qu'on consomme, il y a un moment, il y a un problème qui se crée, quoi. Et, et cette approche-là, moi, je la vois beaucoup avec certains athlètes que je coach, où et ils sont pas du tout au niveau professionnel, hein, mais quand tu as des mecs qui ont fait leur journée de boulot et que le soir, ils ont une séance d'entraînement, si jamais ils vont la faire en plus en étant un petit peu bas sur leur réserve calorique, t'as pas envie, t'as pas la motivation, le résultat va souvent être moins bon, quoi. La petite collation de 4 heures avant d'attaquer la séance course à pied de 6 heures, elle est vachement importante stratégiquement et de toute façon dès l'instant où on a faim, enfin moi si j'ai faim, je fais rien, quoi. En plus, je suis infernal, donc j'engueule tout le monde, c'est une vraie chérie, quoi. Donc c'est impeccable. Je sais pas pourquoi ça marche pas. J'ai plus l'image, c'est pas grave. Tu Elle va ressembler à quoi la saison 2025 de Victor Henry? Euh, bah, le- En fait, à la base, moi, normalement, là, je devrais pas être en coupure. Enfin, normalement, là, je devrais être en pleine saison, machin, truc. Et en fait, j'ai pas tendance à me projeter sur la saison suivante quand j'ai pas complètement finalisé ma saison en cours, quoi. Donc là, en fait, c'est pas que c'est le flou, mais je vais prendre le temps de rebondir. Et puis, enfin, c'est ce qu'on se disait cette semaine avec Mika. Bon, la résilience, machin, truc, rebondir. Je vais prendre le temps, je vais rebondir, c'est sûr. Je vais repartir sur quelque chose, c'est sûr, mais je vais juste le refaire correctement dans le cadre que je le souhaite, dans de bonnes dispositions et puis pas faire ça trop vite, quoi. Donc là pour l'instant je suis plus vision court terme, je me répare, je reprends à l'envie, au plaisir sur de la course à pied, natation, vélo sans plus et puis 2025 on verra. Mais quoi qu'il en soit, j'espère continuer à courir sur le circuit pro, quoi. Excuse-moi. Avec ta place, t'étais qualifié pour les mondiaux ou pas du coup en Suisse? Pardon, comment Sur le ça? 73? Non, parce que les slots, c'est le premier et le quatrième qui les ont pris. Ah, Et moi, j'ai fait 6. Si je dis pas de bêtises, il y a un truc comme ça. ok. Donc, bon, c'est pas frustrant parce qu'à la base, moi en Suisse, j'étais pas du tout allé pour ça. Enfin, franchement, je fais sixième en Suisse, c'était la surprise, quoi. Quand on me dit en course à pied, t'es dixième ou douzième, je sais plus, je dis, bah attends, c'est déjà ouf, quoi. T'es bien là. Et puis au final, j'ai remonté, et puis je suis venu mourir en sixième place, mais ça me va très bien, quoi. T'avais pas de course que t'avais coché déjà toi pour 2025 parce que quand on en discutait la semaine dernière avec Clément, il
si tu veux, elle est derrière lui là, et il était plutôt parti pour se projeter sur 2025. Et c'est là qu'on a appris qu'il allait à Lanzarote en fait. Alors, me Donc spoil pas me spoil pas le c'est podcast, là, s'il te plaît, parce que j'ai 1h15 de voiture à occuper. Mais non, mais c'est juste pour que tu t'inscrives à Lanzarote direct après quoi là. ah, d'accord, pour aller, bon, comme ça me ferait un chouette voyage avec lui, pourquoi pas. Non, en fait, là, je voulais faire Gérardmer, ça c'était sûr et certain. Bon, après, ça t'offre aucune qualif et compagnie, mais c'était marqué suffisamment de points. Enfin, je voulais juste marquer des bons points PTO. Et en fait, fin de septembre, je m'étais positionné sur San Remo. Le challenge San Remo avec une belle boucherie à vélo, pareil, ça me serait bien allé. Pour viser en fait la qualif à la finale mondiale challenge Ouais. Saint-Morin. Mm. Bon, après, Saint-Morin, clairement, c'est pas un parcours pour moi, c'est tout plat et compagnie, mais en fait, c'était juste y aller. Et puis, encore une fois, en fait, pas faire du tourisme, loin de là, mais voilà, être parmi les meilleurs et puis faire une belle course avec des jolis noms, quoi. Donc, je m'étais Saint-Morin, plus c'est ou une moins. course. Saint-Morin, c'est une course qui est particulière parce que, comme tu dis, le vélo, il est tout plein hein, là-dessus. Tu peux pas te cacher. Par contre, le 21 km, la course à pied, elle est vraiment particulière parce que tu es sans arrêt en train de changer de surface, quoi. Et moi, j'ai toujours vu cette course comme étant quelque chose qui sied parfaitement à des coureurs type des crosseux ou des super coureurs à pied avec un toucher de route qui est léger parce que quand tu es le long du Danube, c'est du gravier, un petit peu comme le canal à Roth. Quand tu cours sur l'hippodrome, c'est une vraie chirie parce que tu fais au moins 1 kilomètre dans de l'herbe qui est tondue et courir dans de l'herbe, il n'y a rien de pire que ça. Ensuite, tu es sur le sable de l'hippodrome, tu as des parties goudronnées, tu as des demi-tours avec des dead turns. Et j'ai toujours pensé que un mec qui était bien, qui arrive à poser le vélo relativement frais à Samorin, il y avait un gros coup à faire. Il y avait un gros coup à faire sur la partie course à pied là-bas, quoi. Ouais. Donc, ouais, bah, voilà, enfin, c'est pour ça que enfin, ciblé sans cibler Saint-Morin, quoi. Ça me faisait un joli objectif en début de saison 2025. Donc là, pour l'instant, je me projette pas trop et on wait and see, quoi. Est-ce que t'as déjà regardé un petit peu ce circuit X3 ou des courses type euh, Norseman, Icon, Norseman, Icon, voilà, Swissman. l'Alpsman. Ouais. Mais pour l'instant, en fait, ça m'attire pas plus que ça parce que enfin, j'aime bien les parcours vallonnés et où il y a encore une réelle notion, enfin, notion de performance, de notion de déplacement et de vitesse. Le problème des Halsman, Altriman et compagnie, je trouve que c'est vraiment plus pour en faire plus, quoi. C'est à celui qui a le meilleur ratio kilomètre dénivelé. Et moi, pour l'instant, ça m'attire pas. Par contre, effectivement, la notion de performance, enfin, le premier, Thomas Lemaître, si je dis pas de bêtises, à la semaine, Ouais. là, qui arrête pas de les claquer. Enfin, moi, je le connais parce que il me semble qu'il était venu au championnat de France en 2019 d'ailleurs. Bref, le mec, enfin, c'est pas, il est surcostaud, quoi. Enfin, il est vraiment très très fort en vélo. Il me semble que d'ailleurs, il a les 3 coms sur le Ventoux. Enfin, il avait. Donc oui, clairement, il y a de la performance, mais moi, ça m'attire pas pour l'instant. Thomas, il est effectivement super costaud. Moi, l'année dernière à l'Altriman, je sors devant lui de l'eau parce que je sors premier. Et puis, j'avais pas spécialement prévu de me mettre à la planche sur les 30 premiers kilomètres, pas de cul. J'étais premier avec la moto. Donc, quand c'est comme ça, tu dis tant pis, quoi, on gérera plus tard. On assume. Et il me rattrape vers le 30e et dans une montée de col, effectivement, on faisait pas le même sport, si tu veux. Il est parti, on a dû faire une dizaine de kilomètres où je l'ai gardé à peu près à distance dans les parties sinueuses et roulantes. Et dès l'instant où il est parti dans la montée de col, c'était pas du tout le même truc. Mais surtout où il était extrêmement impressionnant parce que l'Altriman, en fait, c'est 2 fois 21 où c'est un aller-retour en fait où tu te croises. C'était les parties où lui il montait. Je le croise à un moment où c'est une longue montée régulière de 7-8 bornes qui doit monter à peu près à 8-10%. Et moi, je le croise, je descendais et lui, il montait. Et je voudrais pas dire de conneries, mais il montait lui aussi vite que moi, je descendais, quoi. Et c'est vrai que sur l'Alpsman, c'est souvent là, dans la partie, quand ils attaquent la montée du Semnoz sur la partie trail, où il fait une grosse différence, quoi. Mais je sais pas quel âge il a, Thomas Lemaître. Il doit être une génération au-dessus de toi, non? Ah oui, pour moi, il a 40 passés, Ouais, hein. ouais. Ouais, ouais. Ok. Au niveau professionnel, t'envisages d'arriver à prendre une disponibilité à un moment ou est-ce que pour l'instant tu continues comme ça Parce que j'imagine, si tu veux, il y a un moment le gain financier il doit forcément rentrer en ligne de compte
Je pense que l'analyse relativement facile, c'est de dire, je vais me libérer du temps, je vais m'entraîner plus, je vais progresser plus, et je risque de gagner un petit peu plus sur des primes sur des résultats de course. Ou est-ce que c'est de dire, ben, quelque part aujourd'hui, j'ai l'assurance d'avoir un salaire chaque fin de mois en ayant une activité professionnelle. Je préfère pas prendre le risque, quitte à rester dans le milieu de classement, quoi. Euh, alors, en fait, le truc, c'est, ouais, en fait, d'une part, enfin, je pense que, d'une part, en fait, c'est pas forcément une équation simple de se dire, j'arrête de travailler, je m'entraîne plus et je progresse, parce qu'en fait, ça se fait au long cours et en fait, j'ai aucune certitude là-dessus. D'autre part, en fait, clairement, en fait, le fait d'avoir un boulot à 100% actuellement, ça m'apporte une certaine stabilité financière et en fait, ben, en gros, je suis mon premier sponsor. Là, actuellement, je suis à l'arrêt. Je sais que pendant 3 4 semaines, je ne vais pas faire de triathlon, mais c'est pas grave. Je continue à manger, je continue à avoir mon logement, machin. Enfin, j'ai aucune contrainte financière qui vient du triathlon. Et pour finir là-dessus, c'est que, en fait, moi, j'ai besoin d'avoir mon cadre professionnel pour pouvoir avoir un cadre sportif. Demain, enfin, je l'ai encore vu pendant ces vacances là en été, quand j'ai pas le boulot pour venir cadrer mes entraînements. C'est pas que je fais n'importe quoi, loin de là, mais j'ai l'impression que c'est moins rythmé, que je suis moins dans ma bulle pour mes entraînements, je suis moins concentré. Et du coup, j'ai l'impression que j'ai besoin d'avoir en fait ce entre guillemets double projet pour me faire avancer et puis me donner la carotte, quoi. Parce que au final, effectivement, je suis hyper fier et content des résultats que je peux faire, que ce soit en course à pied ou en triathlon. Mais en fait, moi, ce qui me galvanise le plus, en fait, c'est me dire, putain, tu fais ça, et en plus, ben, toi, lundi matin, tu retournes à ton job et tu t'éclates aussi dans ton job, quoi. Et au boulot, quand ça se passe pas bien, ben, je me dis, ben, le soir, tiens, tu vas aller te taper la gueule à la piste, c'est parfait. Puis quand en sport, ben, comme actuellement, où je suis un petit peu agacé, frustré de tout ça, ben, au boulot, je suis à fond dedans, quoi. Donc en fait, c'est ça, c'est un équilibre. Ouais, c'est super intéressant parce qu'en fait, si tu veux, c'est quelque chose qui ressort régulièrement, souvent avec certains athlètes pros qui continuent à garder une activité annexe à côté de ce qu'ils font parce que déjà, il y a la connexion sociale qui est hyper importante. Et, euh, et moi, j'en parlais dans un des podcasts où j'avais dit, en fait, quand je suis rentré, moi, d'Asie en 2019, j'avais pas d'activité professionnelle à part ce que j'avais à faire avec moi, chez moi, quoi. Et en n'ayant rien à foutre de mes journées, j'arrivais plus à trouver le temps de m'entraîner, quoi. C'est Ce ça, qui était un truc de c'est dingue, quoi. ça. Voilà. Et quand j'ai repris une petite activité saisonnière, à aller vendre des forfaits sur les pistes, des trucs comme ça, bah déjà tu reprends une connexion sociale, donc tu rencontres des gens, tu discutes et tout ça. Et puis surtout derrière, bah, tu es obligé de t'organiser. Et puis tu es obligé de remettre un cadre vachement précis dans tout ce que tu fais si jamais tu veux arriver à passer tes entraînements, quoi. Mm. Donc, bah, c'est exactement ça. Mais bon, après, enfin, effectivement, du coup, mes journées sont assez rythmées et je dirais, j'ai pas trop le temps d'avoir la flemme ou de perdre du temps. Mais pour autant, si j'ai un impondérable au boulot et compagnie, je sais où sont les priorités, quoi. Donc, mais c'est comme ça que ça avance. Et puis du coup, je fais en sorte qu'il n'y ait pas d'impondérable ou que d'éviter de perdre du temps au travail. Donc, quand j'y suis, j'y suis. Et quand je fais mon sport, je fais mon sport. Et pour l'instant, j'ai pas l'impression de mal faire mon travail ou mal faire mon sport ensemble, quoi. Puis dans tout ça, il faut aussi intégrer la partie famille, copine et s'occuper du chat. Et après, c'est un équilibre qui doit se faire, quoi. Et c'est pour ça que pour 2025, pour l'instant, je ne me projette pas, parce que je veux m'assurer que les bases famille, travail et triathlon se fassent bien, quoi. De toute façon, tout ça, ça fonctionne uniquement et ça fonctionne bien quand on a un cadre qui est bien défini et qu'on a trouvé notre équilibre, quoi. Je veux dire, si jamais l'entraînement c'est quelque chose que tu viens caler parce que le boulot et la famille te fait chier, ça marche pas. Euh, Quand tu as un cadre et que tu arrives à t'organiser suffisamment bien, c'est quand même vachement plus positif de, de, quand t'as, la partie boulot, c'est le boulot, la partie famille, c'est la famille, et puis la partie entraînement où tu es vraiment à fond dedans et c'est là que ça se passe bien. Et c'est vrai que la transition d'avoir une activité professionnelle à ne plus en avoir, ben ça peut être compliqué à gérer et on sait que souvent il y a des athlètes le moment où ils ont embrassé la carrière professionnelle, c'était un petit peu compliqué, quoi. Non, non, bah, enfin,
Enfin, oui, clairement, en fait, il n'y a rien trop à ajouter. Tu jongles avec 3 balles, et puis bah, le but, c'est de continuer à jongler, sachant que le boulot, enfin, si elle tombe, elle reviendra tout le temps. Le sport, si elle tombe, elle reviendra tout le temps. Mais par contre, la famille, c'est une balle molle, quoi. Donc, elle reviendra pas, quoi. Donc, il faut assurer les trois, quoi. Il faut assurer les trois, et la priorité, et puis bien s'assurer qu'on ait les bonnes priorités en tête. Je voudrais changer un petit peu de sujet. Comment tu vois Kona se dérouler, toi, là? Comment, avec les forces en présence, avec ce qu'on a vu cette année, comment tu imagines cette course là et qui vois-tu qui risque de venir jouer parce que historiquement, quand tu regardes les résultats de Kona, il y a toujours un trouble fait qui se pointe, quelqu'un qui est pas trop connu, quelqu'un qui vient jouer podium ou Ah top bah, le, 5 et le qui trouble vient. fait, moi, je l'ai déjà en tête. Comme ça, c'est réglé. Ouais, 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 mais j'y reviendrai. Là, clairement, sur les grosses têtes d'affiche, de ce que j'ai pu voir dernièrement, bon, je vais être ultra patriarcal parce que chez les filles, je sais pas que enfin, je connais un peu moins le circuit féminin. Mais chez les mecs, euh, S- Sam Laidlaw, il est sur une pente hyper ascendante. Bon, sa maison, enfin, son garage d'entraînement a brûlé cette semaine. Il faudra voir comment il rebondit suite à ça, mais je me fais pas trop de soucis. Donc Sam Laidlaw, clairement. Big Blumenfeld, avec ce qu'il nous a sorti dernièrement, alors qu'il n'a pas fait une course à pied hyper. Enfin, il était en indélicatesse avec son ventre, mais clairement, s'il est dans un bon jour, enfin les deux, hein, que ce soit Sam Laidlaw ou Blumenfeld, Une 13, clairement, une ça va 13 ou être. une 14 au SMI à Francfort avec un bid en vrac Et une pause et pose caca. caca compris, ça veut dire que Kona il sera là, il sera devant de toute façon. Bah, clairement, s'ils sont dans une bonne journée, qu'ils n'ont pas de problématique ou autre la souffrance liée à l'effort physique, ça sera difficile de les sortir du podium. Enfin, ouais, de les sortir du podium. Et pour le Troublefelt, moi, enfin, le hasard ou pas, je sais pas, mais moi, depuis le début de la saison, je fais ma saison avec un Allemand, là, Léo Arnold. Et Léo Arnold, en fait, en Suisse, en course à pied, pourtant j'avais couru vraiment à mon niveau, il me fout 2 minutes. Je me dis, putain, pour qu'un mec me mette 2 minutes, il faut quand même y aller, quoi. Bon, bref, Bah, ça fait un ah sacré bah, il m'a écart, mis hein. 2 minutes, quoi, juste sur la partie course à pied. Donc je me dis, bon, ok. Et là, dernièrement, du coup, je me suis mis un petit peu à le suivre, que ce soit sur les réseaux et puis même au niveau sur ses courses. Le mec est hyper présent, quoi. Il était en République tchèque également avec moi quand on y était. Il roule 40, 48 de moyenne. Derrière, en course à pied, je pense clairement, je pense qu'il fait tranquillement pour assurer, parce que du coup, il était à Tallinn la semaine suivante, où il fait deuxième derrière le grec. Bon, sorti de nulle part, mais en tout cas, le grec lui met 2 minutes à lui. Ouais, ce grec là, d'ailleurs, c'est la filière mexicaine ou c'est quoi? Il arrive d'où lui? Bon, je Parce que pense que, enfin, je sais pas. Bon, Ne se le prononce truc, pas. c'est. Ouais, mais en fait, moi, ce que je voilà. me dis, ça, c'est un constat. Léo Arnold, l'allemand, me fout 2 minutes. Le grec fout 2 minutes à Léo Arnold. Bon, et les gars, il faut quand même arrêter, quoi, parce que sinon on va commencer à avoir des SMI en moins d'une heure sur 70,3, quoi. Donc, wait and see, pareil. Les Allemands, ils ont quand même cette capacité à nous sortir du triathlète monstrueux et, et ils arrivent pas là par hasard, les mecs, quoi. Quand tu vois, comme tu dis, les mecs qui courent régulièrement 2 minutes plus vite, enfin, qui courent 2 minutes plus vite que toi, qui est déjà aujourd'hui parmi les meilleurs mondiaux sur la partie course à pied, le gars à vélo, putain, c'est une machine de guerre, quoi. Et comment ça va se passer? Parce que bien courir à Tallinn, c'est pas ça se transcrit pas forcément très bien sur une sortie à Kona, mais les mecs Non, qui mais sont oui. là et il y a toujours un mec qui se pointe, quoi. Et cette année, les conditions à Kona seront différentes parce que c'est 2 semaines plus tard et moi pour être resté pas mal de fois à Kona longtemps après la course, euh, fin octobre, c'est pas du tout les mêmes conditions météo que début octobre, quoi. Et si on a une journée qui est vraiment compliquée au niveau du vent, ouais, si on a une journée vraiment compliquée au niveau du vent, c'est les costauds à vélo qui vont. Les écarts risquent d'être plus importants. Et les mecs qui vont avoir un super setup, les Ditlev, les Ledlow et compagnie. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que Sam, bah, de toute façon, c'est le champion en titre. Donc, il a fait deux, Oui, de toute voilà. façon, Il a fait deux, il il a va, il fait va un. pas bâcher, voilà. Il va pas bâcher dans sa tête, quoi. Non. Lui, il est là pour, voilà. Plus l'histoire du feu de garage, moi, j'ai tendance à dire que. euh, Ça peut le motiver à rebondir. Exactement. Et
t'as vu, quand tu regardes un petit peu l'histoire de Sam, il se passe toujours quelque chose. Où il y a une gamelle, où il est malade, où il est ici. Là, le feu de garage, personne l'avait vu venir. Faudrait, faudrait, faudrait vérifier les whereabouts de certains, certains autres athlètes professionnels, savoir si c'était pas à Amélie-les-Bains et qu'il n'y en a pas un qu'on a vu se balader avec un bidon d'essence, des chiffons et une boîte d'allumettes. Mais si tu veux, c'est dingue que ça arrive là au moment de la préparation. Et moi, au-delà de l'incendie qui est bien triste et qui est bien dommage parce qu'ils avaient des belles motos dans le garage, c'est surtout le fait que ils vont rebondir. Ça, j'en ai aucun doute. Et en plus, ça risque de le rendre encore plus dangereux que ce qui pouvait être, quoi. Et moi, clairement, Sam, je le vois jouer devant. De toute façon, il arrive avec la pancarte, là, tout le monde va le voir, quoi. Et je le vois pas attendre beaucoup de monde en natation, quoi. Il a fait déjà comme ça sur les dernières saisons. Excuse-moi, je t'ai coupé, Victor, mais il suffit de regarder son histoire à Sam depuis qu'il est sur le devant de la scène. Tous les ans, Tout le temps. il lui arrive une bûche. Soit il se blesse à Roth, soit il lui arrive toujours une bûche. Et derrière, sur les courses où il a besoin d'être là, et en tout cas sur Kona ou les championnats du monde, il remet tout le monde d'accord. Comment il arrive à rebondir dans sa tête? Je pense que c'est ça qui est vraiment extraordinaire. Mais on voit que ça lui coûte de plus en plus, parce que l'année dernière, après sa victoire à Nice, il a pris un coup sur le casque, et je pense qu'il a été touché un peu le fin fond. Mais maintenant qu'il est reparti, et avec comme il dit, Burning for Kona, c'est encore plus d'actualité, parce qu'il n'y a pas que for Kona que ça brûle. Je l'imagine pas autrement qu'avec le mort entre les dents, et il veut pas le faire que pour lui, il veut le faire pour lui et pour montrer aux autres. Il l'expliquait d'ailleurs bien dans sa vidéo. Quand il est là, aussi bien pour lui que pour les autres, il est jamais aussi fort que dans ces cas-là. Donc, bon, les autres, c'est même pas la peine. Les Norvégiens, faut pas qu'ils prennent l'avion, il faut qu'ils restent là-bas. Ça sert à rien, de toute façon, c'est Sam qui va gagner. Mais sur l'aspect psychologique, et tu l'as rapidement abordé, c'est vrai que euh, la gestion de l'échec, c'est enfin, hyper simple à gérer. On sait comment le faire. Il y a des personnes qui sont hyper résilientes, telles que Sam, ils vont rebondir et compagnie. Mais effectivement, après son titre à Nice, et je me souviens, je m'étais fait la remarque, on ne l'a pas vu pendant 2 3 mois, quoi. Et effectivement, je pense que la gestion d'un succès est ultra compliquée au niveau psychologique, parce qu'en fait, intrinsèquement, tu te dis, bah, c'est pas normal que je sois pas bien. Alors que c'est normal, enfin, on peut être pas bien parce qu'au final, on a réussi notre truc, quoi. Clairement. Et c'est bien qu'il est. Et idem, je pense qu'il peut s'en servir de se dire, bah putain, je suis sorti je suis sorti de cet amas de merde qui m'est tombé dessus en octobre, novembre, et je suis là. Bon, après, effectivement, pareil, son début de saison, il n'a pas été transcendant, ça me l'aide là. Mais c'est pas grave, on ne demande pas d'être prêt au mois d'avril, quoi. Et puis il a jamais été bon en début de saison, si tu veux. Il a toujours réussi à aller graduellement. Et si tu regardes depuis le moment où il a sorti la tête du trou, euh, fin d'année, début d'année 2024, où on l'a vu aller s'essayer sur certaines courses du Tessin, etc. Il a été que sur une pente ascendante, quoi. Et là, il n'est pas blessé, à part peut-être dans son orgueil et dans leurs soucis familiaux avec cet incendie. Mais je pense que il va être extrêmement dangereux. Et Gustav Iden, moi, je pense qu'il sera extrêmement dangereux. Est-ce que Gustav, il aura les cannes pour aller jusqu'au bout? Mais je vois un Gustav être capable de jouer, moi, devant, voire même être devant, parce que c'est peut-être un des seuls qui peut peut-être aller challenger Sam sur l'aspect l'enchaînement vélo course à pied. S'il est parce que la dernière course qu'il aura fait, il court ce week-end d'ailleurs, Gustave. Ils sont au challenge Samarkand Les deux. en Ouzbékistan. Les Ouais, les deux. deux avec Christian. Ouais. Mm. Et, euh, et ça va être intéressant de voir un petit peu comment les deux ils se positionnent ce week-end. Alors il y aura pas beaucoup. Ça va être intéressant de voir ce qui se passe un petit peu ce week-end là-bas en Ouzbékistan, parce que en fait, je pense pas qu'ils auront beaucoup de concurrence, mais c'est surtout de voir comment Gustave va se positionner par rapport à Christian. Parce que Christian, clairement, après ce qu'il a fait à Francfort, il a plutôt les cannes, quoi. Ouais, et puis pour revenir sur Gustav Iden, il est clairement frais mentalement de sa saison. Il Ouais. est revenu tardivement, il a fait son truc, il savait qu'il allait être nul au début, nul, toute proportion gardée bien entendu, et clairement il est sur une bonne pente, et potentiellement ça peut monter jusqu'à Kona, et effectivement, bah, moi je serais content qu'on puisse compter sur lui sur le devant de la course, quoi. Enfin, ça serait surtout après ce que lui aussi a vécu, encore une fois.
enfin, c'est pas un long fleuve tranquille. Et puis le but, c'est pas, enfin, la compète, enfin, c'est pas celui qui a le plus de merde à gérer, loin de là. Mais clairement, Gustave, il fait partie de ces mecs qui ont pas été aidés, quoi, depuis 2022, quoi. Mm. Ouais, ouais, ça a été long. Et je pense que pour lui, il doit se sentir bien de voir un petit peu la sortie du tunnel, de voir les temps qui descendent et tout ça, parce que sur les 3 halves qu'il a fait, il est quand même passé de 1,24 à une, qu'est-ce qu'il court là? Une 10, ouais, c'est Ouais, ça. il est reparti en une 10, hein. Je sais Ouais. plus où c'était là, mais c'est ouf. Mais c'est bien. Donc, ouais, c'est bien, c'est super. Et puis je pense que c'est quelqu'un, enfin, le triathlon a besoin de mecs comme Gustave aussi, parce que moi, ça m'aurait fait mal au cœur de le voir disparaître, principalement sur des questions mentales et familiales, plus que sur des questions sportives. Mais, euh, mais je pense que cette année, on va avoir vraiment une course qui va être vraiment intéressante à regarder. Et puis, il risque d'y avoir une dynamique qui va être différente parce que autant Sam Laidlow, il y avait l'effet de surprise en 2022. Là, il n'y a plus du tout d'effet de surprise, quoi. Et, euh, Il y aura même l'effet et- pancarte. ouais. Mais là, on parle de Sam Laidlow, on parle des deux Norvégos. Comment ne pas parler de Magnus? S'il arrive à récupérer Drott, parce qu'on ne récupère pas d'une course en 7h20 et quelques, comme ça non plus, lui, il reste quand même sur des échecs relatifs, mais des échecs successifs là-bas. C'est la seule qui manque à son palmarès. Il y aura tout le monde, et on sait que c'est quelqu'un, quand il y a de la bagarre, il est quand même plutôt présent. Donc je pense que il faudra pas oublier Magnus. Le grand Magnus, c'est difficile de l'oublier de toute façon. Et Pour un mec d'1,96 m, il est quand même vachement doué à raser les murs, hein, parce qu'on n'en entend pas parler, on le voit pas. Il est bon, ça sied à sa personnalité, si tu veux, mais effectivement, faut pas l'oublier. Bakegaard qui fait une super course l'autre coup, qui certainement a dû bien lui faire du bien à la tête. Les Farley, on le Frédéric Funk, les mecs, c'est pas des peintres. Arthur Orso, je pense qu'aura certainement euh, à- la volonté de bien faire. Puis comme tu dis, les Allemands, les mecs qu'on connaît pas, il y a toujours la dynamique de course. Il y en a forcément qui vont avoir un problème mécanique à un moment ou à un autre, d'autres qui vont être malades. Enfin voilà, c'est vrai que je suis vraiment impatient de voir ça et puis de voir ce qui va se passer et surtout la façon dont le build-up va se passer, quoi. Là, on va avoir Nice qui va nous occuper un petit peu la le tête, Tessan, mais je il y a le pense Tessan qui que revient aussi, hein. euh, et le Tessan Ibiza qui arrive fin septembre, on va avoir une partie de. Je sais pas si Vandril il est sur les listes de départ. Il me semble que je l'ai vu à Ibiza, non? Faudrait regarder. Mais parce que le Tessan Ibiza, enfin, va falloir être un minimum en forme, hein, parce que ceux qui vont aller là-bas, ils vont avoir. Enfin, je crois que Sam n'y va pas, et c'est la course qui se positionne au niveau du calendrier un mois avant Kona. Euh, on va avoir un vrai état des forces en présence sur le Tessan Ibiza, et c'est vrai que ça risque de. Il va y avoir beaucoup d'enseignements vachement Sam Laidlow est intéressants sur à ce la niveau-là. start list pour T'as l'instant le, d'Ibiza. Martin Van Riel aussi, Léon Chevalier, Jason West, Frédéric Funk, Javier Gomez, David McNamee, Beckegaard, Clément Mignon, Antonio Benito Lopez, Alistair Brownlee et Aaron Royle. Donc chez les garçons, il y a quand même de quoi faire. Et chez les filles aussi, hein, Anne Haug, Ashley Gentle, Caroline Paul qui a fait un 73 là, qui a tout cassé, Chelsea Sodaro, Emma Palland-Brown, Flora Duffy, Imogen Simmons, Indy Ali, Julie Deron, enfin Kat Matthews, il y a Laura Philippe, Lucy Biram, Lucy Charles Barclay, Marjolaine Pierret. Lucy Charles Barclay, elle va s'arrêter de courir à un moment donné ou pas? Parce qu'entre le Tessan et l'Ironman, je sais pas comment elle fait pour enchaîner aussi fort. Enfin bref, ça va être tout feu, tout flamme encore. Bah, surtout que les filles, elles, ça arrive juste après Nice, quoi. Ouais, 2 semaines, 1 ou 2 semaines après Nice. Non, Donc, c'est 6 jours après. La course Ironman, c'est le 22 et Ibiza, c'est le 28. j'ai du mal à croire qu'on voie Bah, Lucy si elle a Charles. encore la couronne de Nice sur la tête, ouais, je sais pas comment c'est possible.
Moi, on parle de championnat là, et l'année prochaine, les championnats du monde ITU longue distance, ils ont lieu je crois, que c'est de retour à Pontevedra. Est-ce que tu as réfléchi à faire une demande de participation ou de qualification pour cette course-là? Parce que moi, j'ai couru à Pontevedra en 2019 et c'est vraiment un parcours qui irait bien à un Victor Henry parce que le parcours vélo, il est quand même compliqué. C'était 3 boucles de 40 avec, il y avait pas mal de dénivelé de mémoire. Il devait y avoir 1200 ou 1300 mètres. Et le parcours à pied, c'est un parcours, une partie dans un parc, une partie sur des pavés en ville et puis un tour de piste à faire par tour. Et c'est vraiment une course que j'avais vachement aimée. Et je sais pas, je me disais que ça pourrait être quelque chose qui correspondrait un petit peu à ton profil là-dessus. Bon, après, enfin, comme je te disais, 2025, je sais pas trop ce que je faisais, mais ce que je vais faire, mais après, c'est toujours un plaisir de porter la tenue bleu-blanc-rouge. Pourquoi pas, suivant comment j'arrive à reprendre. Puis si, pourquoi pas tenter, hein, qui ne tente rien à rien. Après, comment dire, si j'y vais, c'est plus pour c'est plus pour la tenue équipe de France et puis l'aura qu'il peut y avoir autour de ça que la perf. Enfin, on a bien vu encore en Australie là, dernièrement les championnats du monde World Triathlon. Enfin, c'est pas que tout le monde s'en fout, loin de là, parce qu'il y avait encore une belle start list. Et puis chez nous Français, on avait quand même des jolis noms qui avaient fait le déplacement. Mais on peut pas dire que toutes les nations jouent le jeu, quoi. Enfin, les Canadiens, les Anglais, les Norvégiens, ils pourraient faire des équipes de fous. Les Allemands, idem, quoi. Et au final, et c'est normal parce qu'au final, il y a beaucoup moins d'argent et beaucoup moins de couverture médiatique sur les World Triathlon que sur un Ironman 70.3 ou même un Ironman tout court, quoi. Et vous avez regardé les départs ou les courses de ces championnats du monde Absolument pas. World Triathlon? Je ne sais pas si Mais c'est ils un étaient bug 12 au ou quoi. départ. Hein? Ah, je sais Je- pas. mais chez les filles, en élite, elles étaient 10 au départ. Si tu veux, il y a un vrai problème de la part de World Triathlon sur le positionnement de ce championnat du monde de triathlon longue distance. World Triathlon est impliqué avec le PTO. Ils marchent main dans la main aujourd'hui au niveau du circuit Tessan. Pourquoi la finale du circuit Tessan serait pas les championnats du monde World Triathlon sur une distance éventuellement un petit peu allongée où on peut tout imaginer. Mais j'arrive pas à comprendre l'intérêt d'avoir une multiplication des circuits, surtout quand tu as des gens qui bouffent dans toutes les gamelles. C'est-à-dire que le World Triathlon, ils ont leur propre circuit, ils ont leur propre championnat du monde, mais ils marchent main dans la main avec le PTO. Il y a peut-être un moment où il faut arriver à donner un petit peu plus de clarté au fonctionnement. Moi, je pense qu'il y a une place au niveau du calendrier pour avoir un championnat du monde longue distance World Triathlon. Mais est-ce qu'il faut l'avoir en plus d'autres courses, en plus avec des positionnements au niveau des dates qui sont pas forcément super judicieux? Il y a une vraie question à se poser. Moi, quand j'avais fait Pontevedra, c'était au mois de mai. C'était super bien placé dans le calendrier. Il n'y avait pas le circuit Tessan encore à l'époque, bien évidemment. Mais si tu veux, les athlètes qui étaient là, qui avaient gagné, qui avaient joué le jeu d'être présents, derrière, ils avaient quand même la totalité de leur saison pour pouvoir l'organiser un petit peu comme ils voulaient. Et comme tu dis, courir avec la combinaison France, c'est quand même pas mal à un moment, et je pense que ça compte aussi. Et c'est vrai que nous, la fédération française, on a plutôt tendance à jouer plutôt pas mal le jeu là-dessus parce que on a quand même toujours On des essaie athlètes. d'envoyer des mecs Ouais. compétitifs. Ah ouais, clairement. Et on a quand même un historique d'avoir des gars qui ont remporté les titres sur ces courses-là, quoi. Et je trouve que c'est un petit peu dommage. Ça dévalorise pas forcément la performance des athlètes français, mais je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de compétition et de compétitivité sur ce circuit-là, enfin sur cette course-là, qui est une course d'un jour quelque part. T'arrives, t'es en forme, tu gagnes, t'es champion du monde, quoi. Et ça, je trouve que c'est plutôt pas mal, quoi. Dans le statut pro, il y a une époque où ces championnats du monde World Triathlon ITU, il y a quelques années, avaient une part super importante. On se rappelle de Cyril Viennot, Ouais, de Bertrand Billard. Ils ouais. étaient quasiment contractuellement obligés d'aller les faire.
Et le titre ou un résultat à podium au championnat du monde validait un petit peu le statut de haut niveau sur le C'est long. comme ça que Cyril, il me semble que c'était comme ça que Cyril avait eu ses premières disponibilités de l'éducation nationale. Exactement, exactement. Et Sauf là maintenant, il les a avec les Jeux enfin, en étant guide, mais clairement. Mais actuellement, le triathlon de distance en France, la FF3 et puis les autres institutions liées, bah, ils s'en foutent aussi, quoi. Mais au même titre, enfin, en gros, c'est la dynamique World Triathlon qui découle sur la dynamique FF3, parce que c'est voilà. Il faut qu'on renvoie une invitation à Cédric. Déjà, il faut qu'on parle des Jeux à Cédric Goss, le président de la Fédé, là. Hein. Et faut qu'on arrive à le. Parce que la dernière fois, on avait abordé ce statut d'athlète de haut niveau pour les duathlètes et puis pour le triathlon longue distance, etc. Mais déjà, ça serait cool qu'il revienne. Il nous avait dit qu'il reviendrait, donc on verra s'il tient parole. Mais c'est vraiment un sujet que j'aimerais bien pouvoir discuter et creuser un petit peu plus avec lui sur cet aspect triathlon longue distance, parce que on peut pas nier le fait qu'en France, on a quand même des résultats exceptionnels dans le monde du triathlon longue distance, et on est vraiment clairement aujourd'hui une nation qui compte dans le monde du triathlon longue distance sur toutes les distances, quoi, et toutes les distances longues. Et ce serait dommage de continuer à passer à côté de tout ça. Il y avait d'autres sujets que vous vouliez aborder, les gars, parce qu'on est déjà à 1h06 d'enregistrement. Mika, Victor. juste le statut pro en fait, parce que du coup j'ai voulu en parler au début et puis on a vite dévié. Le statut pro, c'est ce qui nous avait fait les premiers échanges avec Victor de tête. Je crois que c'était un poste d'ailleurs de Caroli avec Steven Galibert qui gagne Nice, c'est de tête, c'est ça qui gagne Nice. Il n'y avait pas de pro ou c'était une course sans pro, je crois. Et qu'est-ce qui, toi, du coup, t'a poussé à aller vers le statut pro? Et qu'est-ce qui te fait réagir quand tu as, entre guillemets, des amateurs qui viennent avoir des grosses performances et qui ou refusent ou ne veulent pas, ne courent pas après ce statut pro? Moi, je vais commencer comme ça. Moi, aujourd'hui, je cours pas en catégorie pro. Je me refous en groupe d'âge avec tout le monde. Bah, j'ai clairement plus de sponsors et de partenaires qui m'accompagnent, c'est sûr. Parce que j'irai faire tous les championnats du monde, enfin toutes les finales mondiales Ironman Challenge. Et puis, bah, au vu de ce que je vois sur mes dernières participations, les premiers groupes d'âge, même quand je loupe mes courses, je leur mets 10 minutes. Donc, mais vu que en fait, vu que c'est un petit peu noyé et puis que les sponsors partenaires ont un petit peu une méconnaissance du monde du triathlon, ben, quand on est champion du monde ou même dans le top 5 du championnat du monde groupe d'âge 25-29 ans, ben, ça a vachement plus de valeur qu'un Victor Henry qui se bat avec des vrais mecs de son niveau, quoi. Donc moi, c'est juste une question de... ouais, en fait, je suis honnête avec moi-même. Enfin, franchement, je m'entraîne 20 heures par semaine. J'ai un niveau qui fait que j'ai rien d'un groupe d'âge ou d'un amateur. J'ai une approche qui tend à se professionnaliser et puis à tendre vers la recherche de performance. Moi, je me dis, ben, maintenant, tu assumes, tu portes tes choix et tu vas courir en pro, quitte à prendre des déculottés. Et puis, c'est le but. Et puis, je suis hyper content quand je prends une petite claque éducative derrière les oreilles parce que je suis venu pour ça. Donc, ma toute première course pro, pour info, moi, c'était en 2021. Ma vraie première course pro, c'était à Gérardmer. Et en fait, moi, je m'étais inscrit et j'étais persuadé que j'allais pas faire dans les 7 premiers, enfin pour les primes, quoi. Mais c'est pas grave, je n'étais pas venu pour ça. Et à contrario, j'ai une connaissance à moi, et ça, je l'ai assez beaucoup jugé là-dessus, qui était inscrit en pro. Et quand il a vu qu'il allait pas faire dans les 7 premiers et donc potentiellement pas avoir de primes, il s'est mis en groupe d'âge. Bon, effectivement, ça n'a pas loupé. Il a fait premier groupe d'âge, mais au scratch, il a dû faire 15 ou 20e, je sais plus. Mais au final, t'es venu pour quoi, gros? T'es venu pour te battre avec des mecs de ton niveau ou pour choper un casque et puis une inscription pour l'année prochaine gratuite? Donc moi, c'est juste ça, en fait. C'est juste, aujourd'hui, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de groupes d'âge qui continuent à courir en groupe d'âge alors qu'ils ont largement le niveau d'être pro, simplement pour maintenir leur petit confort sponsor, partenaire et puis aura autour d'eux. Et je trouve que c'est un petit peu malhonnête. Donc, puis à contrario, il y a d'autres groupes d'âge où on sait clairement que c'est passager, qui font les courses en groupe d'âge pour choper un critère pour passer pro, et dès qu'ils peuvent passer pro, ils passent pro. Et ça, c'est tout à leur honneur, quoi. Et je milite. Je défends clairement cet état d'esprit-là parce que je pense que c'est le bon. Au niveau de, au niveau de la Fédé, toi, il y avait des exigences pour arriver à prendre une licence pro? Comment ça marche? Oui, c'est ça. En fait, au niveau de la Fédé, tu as différents critères et il faut que tu en valides au moins un pour pouvoir concourir en pro sur les courses Ironman et Challenge, notamment.
De mémoire, sur les courses Ironman, par exemple, il faut que tu fasses, sur une course où il y a des pros, il faut que tu fasses dans les 20 premiers, au scratch du coup, et à moins de 6% du temps du vainqueur. Donc c'est pas évident, hein, clairement, hein. Ah Moi j'ai bah un non. copain qui court après les critères depuis un petit temps, là, Ludovic Roussel. À chaque fois, il échoue à rien, quoi. Il est à 6,1, 6,2% du temps du vainqueur. Mais effectivement, le critère est dur à aller chercher, mais je pense que c'est motif de fierté d'aller chercher ce critère et puis de pouvoir concourir en pro. Donc tu as ça, puis tu as d'autres critères. Si tu fais top 10 au championnat de France, si tu es sur liste ou des choses comme ça, quoi. Et même la passerelle entre le courte distance et le longue distance est possible. Il faut juste être bien classé au niveau du classement World Triathlon. Et ton titre de championnat de France duathlon, il avait joué quelque chose ou pas? Non, j'avais fait une première demande initialement en 2022 pour concourir en pro. Je leur avais mis, euh, je leur avais mis le championnat de France de duathlon, je leur avais mis Zofingen, je leur avais mis des bonnes références en course à pied. Ils m'ont dit, oh, c'est pas des critères, ça on s'en fout, monsieur. Ok, ça marche. Donc voilà. Mais c'est bien, c'est très bien. C'est bien qu'il y ait des critères. Après, d'avoir des critères qui puissent être, enfin, se dire quand tu es champion de France de duathlon, ça prouve clairement que tu sais tenir un guidon et puis que tu sais courir, quoi. Après, c'est vrai que on qualifie pas des mecs en triple saut sur un saut en longueur, quoi. C'est ça. Donc à la Et- limite, quand elle m'a répondu, bon, j'étais agacé en me disant putain, fait chier quoi. Mais c'est bien, au moins il y a une règle et la règle elle est là pour que ça soit fait dans un cadre qui favorise l'équité pour tout le monde. Donc c'est très bien. Ça évite d'avoir des peintres, ça évite d'avoir des mecs qui viennent de nulle part. Par contre, je pense qu'en groupe d'âge, il faudrait peut-être envisager de mettre aussi des critères. À un moment donné, tu peux pas être groupe d'âge quand Steven Galibert, c'est ça? Steven Galibert, j'espère que l'année prochaine, il courra en pro parce que on ne peut pas courir en groupe d'âge quand on fait 2,32, 2,34 sur Ironman sur le marathon et puis qu'on a son niveau de pratique. Mais après, il fait bien ce qu'il a envie. C'est simplement mon avis. Après, si tu veux, les critères, on peut les voir fonctionner dans les deux sens. C'est-à-dire que dès l'instant où tu remplis un des critères, par exemple que tu finis à moins de 6 top 20, moins de 6% du temps du vainqueur, bah derrière, on te demande l'année d'après de prendre en considération de courir en pro. Et je pense que je sais pas s'il y a un système avec des points ou quelque chose qu'il faudrait être mis en place, mais c'est clair qu'à ce niveau-là, euh, il y a un petit souci. Et puis surtout, je pense que quand tu quand arrives à un certain niveau, d'aller se confronter au vrai haut niveau, et le vrai haut niveau, c'est la pratique professionnelle, euh, c'est aussi vachement important en termes de développement personnel de l'athlète, Exact. de tout ça, quoi. Bah, il y a dernièrement Maxence May, je ne sais pas si vous connaissez, là, qui est bourguignon, je crois. Lui, avant, il était très bon groupe d'âge. Il a validé le critère. Bah, il s'est dit, bah, maintenant, je vais dans la cour des grands. Il a fait une course pro là dernièrement en Pologne. Bon, bah, ça s'est pas passé comme il voulait. Il a pris une petite claque éducative, mais à la limite, je pense qu'il faut se satisfaire de ça, quoi. Au moins, tu l'as fait. Tu as fait une course avec les pros. Tu vois ce qu'il te reste à faire. Tu vois ce qu'il faut corriger. Tu vois comment il faut progresser. Et c'est comme ça qu'on progresse. Donc, si on veut vraiment s'inscrire dans une dynamique de progrès, je pense qu'à un moment donné, il faut sortir un petit peu de sa zone de confort et puis concourir en pro parce que c'est clairement là que le vrai haut niveau est quoi. Ah bah là, t'as tout à fait raison. Et puis tu sais, ça vaut pour toutes les catégories, hein. T'as des mecs qui vont toujours aller faire les petites courses locales, etc. parce qu'ils vont pouvoir monter sur le podium et puis repartir avec une bouteille de pinard. Par contre, c'est clair que quand tu vas commencer à te frotter sur des grosses courses en groupe d'âge, que ce soit sur le circuit Ironman ou que ce soit sur d'autres courses, bah, c'est pas tout à fait la même musique, quoi, hein. C'est-à-dire que, comme tu dis, les claques éducatives, moi il y en a qui aiment pas trop les prendre. Par contre, moi j'en ai connu qui allaient systématiquement, allaient tendance à les chercher. Et sur le long terme, je peux te garantir une chose, c'est que ceux qui vont chercher à la confrontation sur du gros niveau et tout ça, c'est comme ça qu'on devient meilleur, hein. Moi, j'ai gagné en groupe d'âge plusieurs fois sur certains Ironman. J'ai jamais fait podium à Kona. C'est pas vraiment parce que j'étais pas bon, hein. Donc, j'étais pas assez bon pour aller chercher le podium à Kona. Oui, et puis J'ai eu qu'est-ce un que titre de champion, non, non, vas-y, j'ai vas-y. eu un titre de champion du monde ITU longue distance, ouais, qui est très bien. J'en étais très fier. Mais par contre, ma meilleure place à Kona, c'est 7. Euh, donc c'est simplement que j'avais pas le niveau pour aller monter sur ce podium-là. Et derrière, quand tu te confrontes de nouveau aux mecs qui étaient devant toi à Kona cette année-là, tu peux être tranquille que dans 90% des cas, les mecs ils sont toujours devant toi. Donc il y a pas de, au final, il n'y a pas de secret
dans le sport. T'es bon, si tu veux progresser, il faut aller te frotter au meilleur, et c'est comme ça qu'on devient meilleur, quoi. Puis, ouais, puis simplement pour nuancer, moi enfin, je te fais le raccourci, enfin, je te fais mon développement sur les groupes d'âge, mais en fait, je pense que mon raisonnement, il vaut uniquement pour les groupes d'âge entre 24 et 40 ans. Au-delà de 40 ans, tu cours en groupe d'âge, tu es sûr que les meilleurs mondiaux, ils seront présents, quoi. Enfin, quand je vois les Ah oui, oui. résultats sur les 70.3 Ironman, final ou pas d'ailleurs, des plus de 40 ans, mais les mecs, ils font pas rire les mouettes, quoi. Enfin, ça avance Ah, fort, non, quoi. non. Clairement. Et puis dans l'autre côté, avant 24 ans, prendre de l'expérience entre guillemets en U23, bah, clairement c'est le bon bail aussi quoi, d'aller faire des groupes d'âge quand tu as encore moins de 24 ans. Mais bon, je pense qu'à 25 ans, c'est le moment de maturité physique sportive jusqu'à 40 ans. Si tu es fort et si tu es bon, il faut aller courir en pro quoi. Ouais, ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais c'est clair que, voilà, après, quand tu arrives à un âge, en plus, si tu veux, enfin, il n'y a pas de pro il y a personne qui va prendre une licence pro à 40 ans, 45 ans ou 50 ans. Bah, t'as Frodeno Et quoi, c'est tout. ouais, Mais voilà. non, non, mais c'est clair que au niveau des groupes d'âge un petit peu plus âgés, il y a souvent des performances qui sont vraiment impressionnantes, par des mecs qui n'ont pas forcément une carrière professionnelle au-delà, quoi. Et on est dans un sport où on a la chance de pouvoir s'épanouir tardivement. Et l'histoire du triathlon, elle est pavée de mecs qui arrivent à 40, 45, 50 ans et qui claquent des super performances en étant clean, quoi. Après, il y a l'autre débat où je pense qu'il y a pas mal de mecs qui restent en groupe d'âge parce que il y a pas de test en groupe d'âge. Ouais, ouais. Moi, je fais 8,59 sur un Ironman à 50 ans et je fais troisième. Et le premier, il a couru en 8,37, donc à 50 ans. Donc ça va vite, quoi. Donc, et là, et là, t'es tranquille que bon après c'est un autre débat de tout ça, mais voilà, je pense que il y a différentes catégories de professionnels et il y a différentes catégories de groupes d'âge où tu as des groupes d'âge professionnels où les mecs qui sont là pour écumer les courses et ils savent que il y a un certain degré d'impunité, quoi. Non, bah ouais, enfin, ouais, clairement. Et puis bon, sans parler de dopage, mais du coup, nous on a le bel exemple dans la région. C'est Anthony Philippe. Anthony Philippe qui court, je crois, en 50-55, si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais, Le mec, il est 55-59, il a le même âge que moi. ah, il a passé au-dessus, du coup. Bon, quoi qu'il en soit, il a jamais eu une grosse carrière dans sa tendre jeunesse. Il a toujours été bon. Mais le truc, c'est qu'en fait, il a gardé le même niveau, il a même progressé, j'en suis sûr, depuis qu'il a 40 ans, quoi. Et c'est ouf les performances qu'il peut faire. Il a une longévité dans l'effort, c'est incroyable. Là, il retourne encore à Gérardmer, j'ai vu sa publication, je crois que c'est son 33e Gérardmer. Mais c'est un grand malade, quoi. Et puis, il va toujours être compétitif, il va toujours aller chercher, d'aller essayer de gagner, d'aller gagner sa catégorie. Et là, par contre, pour le coup, c'est tout à son honneur. Donc, voilà. Non, non, c'est clair que Anthony, ben moi je le connais bien parce on a la même catégorie d'âge et puis on est de 69 tous les deux, donc on s'est frotté plusieurs fois. Il m'a régulièrement mis une fessée cul nu à Kona et une seule fois où j'ai réussi à finir un petit peu devant lui. Mais Gérard Mer, c'est sa course, c'est un animal d'habitude si tu veux. Tu vas toujours le voir suivre un petit peu le même type de course et c'est très très rare qu'Anthony se rate. C'est extrêmement rare qu'il se rate. Et c'est vraiment, comme tu dis, c'est vraiment tout à son honneur d'arriver à avoir cette préparation et cette longévité année après année. Et c'est des athlètes pour lesquels moi j'ai énormément de respect parce qu'ils sont toujours là, toujours présents et en règle générale toujours performants, quoi. Et c'est vrai que moi c'est un des rares athlètes qui a et et si j'ai progressé à un moment en course à pied, que je me suis battu pour progresser en course à pied, c'était parce que j'en avais plein le cul de voir Anthony Philippe me rentrer dessus dans les 2 derniers kilomètres. Mais qui m'a tiré un petit peu vers le haut parce qu'il était systématiquement un tout petit peu meilleur. Et puis lui, clairement, il a une régularité là-dessus. S'il est en forme, tu sais qu'il va courir un gros marathon ou un gros semi, quoi. C'est sûr et certain. Il y a pas de, il laisse pas la place à quoi que ce soit. Et encore une fois, c'est parce qu'il a l'habitude, il répète son schéma et ça réussit, donc il continue. Et puis s'il y a un truc qui réussit moins, ben il optimise, il améliore et puis il valide les progrès, quoi. Enfin, c'est une approche assez scientifique. Il me semble qu'il est un petit peu là-dedans. Je crois qu'il est prof de ça, mais je sais Ouais, plus ouais, de... il est prof d'uni, je crois, ou quelque chose comme ça. Mais ouais, c'est des mecs, c'est des ordinateurs, quoi, hein. Donc, il laisse, si tu veux, c'est pas de l'empirique à la Arnaud, c'est vraiment dans l'autre sens. Mais ouais, ouais, c'est vraiment.
c'est vraiment des beaux athlètes et c'est des gens qui méritent qu'on leur tire un peu notre chapeau parce que il a une régularité au plus haut niveau et principalement à Kona. Je crois que cette année, ça va être son 15e Kona, je crois, quelque chose comme 16e. Nous, on a couru 9 fois ensemble là-bas, ou 8 fois, je sais plus. Il est d'une régularité, principalement sur le marathon, où c'est vraiment impressionnant, quoi. Écoute, moi je te remercie de ton temps. On te souhaite surtout de pas t'en remettre une. Depuis, sur le home trainer, je pense que c'est un peu plus compliqué de s'en mettre une. Et, euh, et surtout de te remettre au taf bientôt. Et puis merci de ton temps, merci de ton ouverture d'esprit. Et puis surtout continue à faire comme tu es parce que tu as un positionnement un petit peu atypique dans le monde des pros. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Et vraiment, on te souhaite tout de bon et on n'hésitera pas à te solliciter peut-être après Kona pour faire un débrief de course. Surtout que si tu as un petit peu plus de temps devant toi, ça sera intéressant d'avoir ton point de vue sur cette course, quoi. Ouais, bah top, hein. Bah, merci à vous pour ce petit moment d'échange, fort agréable et instructif. Et puis à charge de revanche avec grand plaisir. Pas de souci. Et puis on est en train de réfléchir à peut-être organiser un camp d'entraînement Ouais, j'avais sur l'année entendu ça. prochaine. Ouais, Ouais, ouais. ça peut être Donc, sympa de retrouver deux, trois allumés du ciboulot. Ça peut être vraiment sympa, je pense. ouais, d'essayer de faire un truc un peu sympa, ça serait cool. Donc, on en reparlera. Et puis même si c'est pour se joindre à nous sur une journée, ça serait cool. En tout cas, merci. On te souhaite une bonne journée, un bon rétablissement. Et puis, à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.